Christian Horner a été licencié par Red Bull et nous devons en discuter dans cette vidéo. Nous devons examiner les raisons derrière ce choix, qui aura ensuite un impact sur le marché des pilotes et sur l'avenir de Verstappen. Nous devons également parler de la direction assistée et du problème mystérieux de la Ferrari SF25, auquel Leclerc a aussi fait référence lors des qualifications. Nous examinerons également les déclarations de Helmut Marko et la situation chez Alpine. Avant de commencer, je vous recommande de laisser un like pour soutenir, et maintenant commençons tout de suite la vidéo. C'est officiel, Christian Horner a été licencié par Red Bull après plus de 20 ans en tant que team principal. Et 14 titres mondiaux entre pilotes et constructeurs. 8 titres pilotes, 4 avec Vettel, 4 avec Verstappen et 6 titres constructeurs. L'homme symbole du projet de Formule 1 voulu par Dietrich Mateschitz est hors de l'équipe. Le personnel de Milton Keynes a été informé ce matin, puis le communiqué officiel est arrivé. La nouvelle a d'abord été annoncée par le journaliste néerlandais Erik van Haren. À sa place arrive Laurent Mechier, l'actuel directeur d'équipe des Racing Bulls. Le Français devient président-directeur général de Red Bull Racing, prenant le contrôle opérationnel de l'équipe. Et parce que c'est une énorme bombe sur le marché. Horner n'était pas seulement un manager, il était le visage, le lien et l'esprit stratégique de la Red Bull victorieuse. Depuis 2005, il a géré chaque étape, des débuts avec Coulthard au titre, avec Vettel et Verstappen, jusqu'au développement de Red Bull Powertrains. Le licenciement arrive en plein milieu du pire moment technique de l'équipe depuis 2020 où McLaren domine, la RB21 est ingérable et Verstappen est sous pression car les tensions internes avec Helmut Marko et Ford sont désormais publiques. Ce n'est pas un simple changement de direction, c'est un bouleversement total en pleine course vers la révolution de 2026 lorsque Red Bull devrait construire son propre châssis et une unité de puissance. Et retirer Horner maintenant avec l'équipe en difficulté et l'avenir technique à reconstruire, c'est un risque énorme. Verstappen perd un élément clé qui a contribué au succès de Red Bull, pour le meilleur ou pour le pire. Même si les tensions avec Jos Verstappen et Christian Horner lui-même avaient augmenté ces derniers temps. Le Néerlandais, déjà en négociation avec Mercedes, doit considérer si cela l'encourage à rester ou non. Mechi aura le contrôle, mais il faut comprendre qui gérera la partie sportive et technique au quotidien. Le projet Red Bull Powertrains risque également d'être secoué dans ses relations avec Ford, qui supportait mal l'approche d'Horner. On peut l'appeler ainsi. En résumé, Red Bull a coupé son pivot central au moment le plus délicat de l'ère moderne. Tout peut désormais arriver. La communication est arrivée le 9 juillet à 11h. La décision a été prise après une réunion d'urgence entre Jovidia et Mateschitz. Ici, une partie de la direction thaïlandaise de Red Bull et le fils du fondateur Mateschitz, ainsi que le directeur exécutif Olivier Mintzlaff. Tout s'est déroulé au lendemain du Grand Prix de Grande-Bretagne, donc lundi. Malgré le contrat jusqu'en 2030, Horner a dû présenter sa démission. L'annonce est venue de Bild et ensuite la confirmation est arrivée immédiatement du Télégraphe. Donc la nouvelle est officielle. Mais quelles sont les 3 raisons qui ont poussé Red Bull à se séparer de Horner? Il y a 3 raisons. La gestion de l'affaire Verstappen, donc. Le mécontentement du champion néerlandais qui avait poussé Maxi à se rapprocher de plus en plus de Mercedes et à s'éloigner de Red Bull. Il avait maîtrisé la situation, provoquant un séisme au sein de la direction et au-delà. La deuxième raison est la concentration excessive du pouvoir entre les mains de Horner, mal perçue par la direction. Il souhaite un pouvoir plus décentralisé et réparti entre les différents départements. C'est aussi le cas de 2024 qui sera jugé en 2026. La direction voulait donc éviter une situation sombre au sein de l'équipe. Pour encore une année dont nous nous souvenons, cela était lié au comportement inapproprié de Horner envers l'une de ses employées. Pensez que Horner a été le directeur d'équipe le plus ancien de la Formule 1 en poste depuis 2005 années, où Red Bull est officiellement entré en Formule 1. Et maintenant, il faut comprendre si Verstappen restera lié à une équipe aussi désunie, avec tant de personnes qui quittent Red Bull. D'abord les ingénieurs, donc la partie technique, puis le scandale de Horner l'année dernière, et la menace possible de départ de Helmut Marko de Red Bull. Et enfin, les échanges récents entre Toto Wolff et Verstappen. Je vous le dis, c'est probablement la goutte d'eau qui fera déborder le vase et convaincra Verstappen de partir. Équipe, parce que La situation chez Red Bull est instable, surtout avec un changement révolutionnaire prévu pour 2026. En ce qui concerne le règlement, tout pilote veut rester dans une équipe qui a de la stabilité et qui peut donc affronter ce changement de la meilleure façon possible. Nous avons déjà dit que Red Bull n'aura pas la meilleure unité de puissance pour l'année prochaine. De plus, il y a une révolution interne en cours. Il faut déterminer si cette révolution était voulue par Verstappen et donc s'il l'a faite pour rester dans l'équipe ou si elle a été imposée. Suite au départ annoncé de Verstappen chez Mercedes, Red Bull a décidé de tout refonder.
Mais maintenant, nous devons aussi parler du problème de la direction assistée de Leclerc à Silverstone. En effet, Charles Leclerc a laissé entendre que la SF25 présente une anomalie spécifique en Q3 lorsque l'on pousse vraiment à la limite. Le problème n'est pas l'adhérence ou l'équilibre, mais quelque chose de très étrange, surtout dans les sections rapides. Le problème viendrait de la direction assistée, c'est-à-dire le système hydraulique qui aide le pilote à tourner le volant, surtout sous de fortes charges, comme dans les virages rapides. C'est un composant qui existe depuis les années 90, mais aujourd'hui il est ultra optimisé pour garantir un retour précis et une sensibilité linéaire au volant. Sur la SF25, cependant, cette linéarité disparaît lorsqu'on pousse tout dans les virages à haute vitesse, comme Magus Beckett, Silverstone ou le premier secteur de Suzuka. La direction assistée perd en cohérence, donnant des sensations faussées. Et en qualification, où la marge se réduit à quelques millièmes, le moindre mauvais retour suffit à compromettre la confiance et le chrono. Leclerc a évité les détails, mais son message est clair concernant le tour. Hamilton a confirmé que cela lui arrivait aussi parfois, même si à Silverstone non. Vasaro a admis publiquement que le problème existe, mais il a dit qu'il peut être résolu. D'un point de vue technique, la panne ne se manifeste que sous sollicitation extrême. Pas en free practice, ni lors des longs relais, mais uniquement en Q3 et en configuration de qualification, quand la SF25 est des plus basses, rigides et légères. Le problème n'est pas nouveau en F1, Sébastien Vettel en a souffert avec Aston Martin en 2021. Fernando Alonso y travaille depuis des années avec ses ingénieurs. Il faut un réglage de la direction assistée, adapté sur mesure au pilote. Actuellement, Charles Leclerc ne fait pas confiance aux informations qu'il reçoit. Il faut du temps pour le corriger, car il s'agit d'un système mécanique hydraulique, pas d'un logiciel. Mais tant que Ferrari ne résout pas cette faiblesse, la SF25 continuera d'avoir un potentiel théorique qui ne se concrétise jamais quand cela compte vraiment. Le problème de direction assistée hydraulique sur la SF25 pourrait être une hypothèse, mais il survient lorsqu'on pousse la voiture à ses limites. Donc pas tellement lors des Free Practice 1 et Free Practice 2, où nous avions vu aussi une Ferrari très performante, surtout à Silverstone. Mais quand on pousse la voiture à la limite, surtout en Q3, en fait en Q1, la voiture tient encore en Q3. Tu as du mal à atteindre cet équilibre parfait entre la mécanique et l'hydraulique. C'est pour ça qu'on a vu plusieurs vidéos à Meigos et Beckett. Avec une voiture plus stable en Q1 qu'en Q3, peut-être en Q1, avec aussi plus de carburant, et donc une voiture théoriquement plus lourde. Mais attention, c'est un énorme problème dans une saison où tout se joue en qualification. Car nous avons vu jusqu'ici l'importance de la qualification. Par rapport à la course, et même aux saisons passées, le rôle des qualifications est devenu encore plus important. Ce problème qui affecte considérablement Ferrari, surtout parce que si tu pars derrière, tu as plus d'air sale et ensuite plusieurs problèmes s'enchaînent. Le défi principal est d'exploiter pleinement le potentiel de la Ferrari, en Q3, lors des qualifications. Nous avons vu comment Hamilton, lors du Grand Prix de Grande-Bretagne, n'avait pas le Grand Prix S fonctionnel sur sa SF25. Une panne technique qui n'a pas compromis directement la conduite, mais qui a lourdement pesé sur la stratégie et la coordination avec le mur des stands Ferrari. En conditions mixtes comme à Silverstone, le signal Grand Prix S est essentiel. Il sert à surveiller la position en temps réel, à gérer les stratégies d'arrêt et à évaluer dans le trafic en piste quels pneus monter et à quel moment. Sans suivi actif, le mur des stands ne pouvait pas localiser la voiture 44, les obligeant à adopter une stratégie à l'aveugle. La première erreur d'Hamilton a été de retarder l'arrêt pour les pneus intermédiaires, lui faisant perdre un temps précieux face à ses rivaux. À ce moment-là, Hülkenberg a profité de la situation et a construit son podium, mais la deuxième partie de la course a également été confuse. Hamilton est passé trop tôt aux pneus slick sur une piste encore humide. Dans tout cela, Leclerc a compris sa course dès le tour de formation. Le Grand Prix S en panne d'Hamilton a compliqué la tâche au mur des stands. C'est pour cela que ça va. Sir Hamilton et Leclerc étaient plus positifs à la fin du Grand Prix de Grande-Bretagne parce qu'ils n'ont pas réussi à extraire le potentiel maximal de la voiture. Même en ce qui concerne la stratégie, qui a été un peu faite à l'aveugle, dans le sens où ils l'ont faite sans être précis sur le timing, donc sur le moment où effectuer l'arrêt. C'est pour ça qu'on a dit mince. Mais bon, Hamilton a perdu un podium fondamental pour Ferrari, ce sont des points précieux dans le classement des constructeurs, mais il l'a perdu. Pas totalement de leur faute, mais à cause d'une stratégie pas optimale. Parce que Hamilton ne s'est pas arrêté au bon moment à cause de ce problème de Grand Prix S. Parlons du Grand Prix de Belgique 2025 et du choix de Pirelli concernant les pneus. Lors de ce Grand Prix, Pirelli change d'approche. Pas de gamme continue, mais un saut de composés. Ils apporteront les CE1, C3 et C4. Il manquera la C2 et la C1 sera durable, mais peu performante. Les C3 et C4 seront plus rapides, mais risquent de trop dégrader la transmission sur un long relais. L'objectif, selon Mario Isola, est d'essayer d'optimiser la C3 et la C4,
et celui qui parviendra à les faire durer plus longtemps que prévu pourra avoir un avantage net. En revanche, celui qui use trop rapidement les pneus tendres sera obligé de s'arrêter 2 fois ou de trop gérer en fin de course. Donc cela complique aussi le choix des équipes qui devront décider entre 1 ou même 2 arrêts selon la façon dont les pneus seront gérés. Helmut Marko a confirmé que Tsunoda restera jusqu'à la fin de la saison. Écoutons ses propos. Le plan est qu'il finisse la saison inchangé, faute d'alternative. Le japonais, promu en début d'année, n'a pas convaincu à la place de Liam Lawson. Des éliminations précoces, des erreurs et des résultats décevants. À Spielberg, Helmut Marko a affirmé que Tsunoda était totalement désorienté. Pour l'aider, l'équipe a choisi de ne plus développer la voiture uniquement selon les besoins de Verstappen afin de lui fournir une monoplace plus facile à piloter. Mais selon moi, en 2026, Tsunoda sera remplacé. Qui lui succédera? Isaac Hadjar, qui est actuellement en progression, Liam Lawson, qui retrouve sa forme, ou bien d'autres noms du programme junior, comme par exemple Lindblad. Plusieurs alternatives sont possibles. Le fait est que Helmut Marko a été clair. Yuki a jusqu'à la fin de la saison pour prouver qu'il mérite sa place, mais nous voulons la meilleure équipe possible. Si nous devions regarder en dehors de notre vivier, nous n'hésiterions pas. Toute dernière chose sur la situation de Verstappen chez Mercedes, je veux aussi ajouter l'avis de Villeneuve qui s'est prononcé. Et il a été interviewé par Viaplay. L'ancien champion du monde, 1997, a dit « Tout le monde pense que 2014, mais rien ne dit que cela se reproduira. » Penser que les nouveaux règlements favoriseront à nouveau Mercedes n'est qu'une hypothèse, pas une certitude. Sur ce point, il a probablement raison malgré l'omniprésence des rumeurs. Beaucoup, y compris dans les autres équipes, voient bien Mercedes comme favorite. Le point est ailleurs. Quel que soit le moteur choisi, Red Bull ne sera sûrement pas parmi les plus performants, car elle doit suivre un chemin totalement nouveau avec Red Bull Powertrains et Ford. Donc une ère réglementaire, où le moteur sera le plus grand changement à partir de 2026. Si Max Verstappen restait chez Red Bull, il aurait probablement le moteur le moins puissant de la grille. C'est là un point faible de l'équipe, quoi qu'il en soit. Nous devons également aborder la situation chez Alpine et l'écart entre Pierre Gasly et Franco Colapinto que Briatore doit gérer. Gasly a en effet vécu un week-end en partie cauchemardesque à Silverstone. 19e en première séance d'essai libre, 18e en deuxième séance d'essai libre, dernier en free practice, 3. Le problème était un train arrière instable, peu d'adhérence en sortie, la voiture glissait partout. Ils ont changé les réglages en faisant un reset total avant les qualifications et Gasly les sort. Le tour de l'année. En Q3, il se qualifie 10e. Dimanche, il réalise une course extraordinaire et finit 6e. Je ne sais pas ce qui s'est passé à Gasly, mais chaque choix était parfait. Stratégie, arrêt au stand, rythme, on a tout donné. Ce week-end fait la différence parmi les équipes du milieu, y compris pour le classement des constructeurs. De l'autre côté, Colapinto est en grand danger. Il a brûlé l'embrayage pendant la course de Silverstone. En effet, c'est pour cela que la voiture s'était bloquée avant même le départ. Et il s'est passé la même chose à Barcelone, où il a eu un problème similaire en Q1, si sa responsabilité technique est avérée dans 2 incidents sérieux. En l'espace de 3 Grands Prix, Alpine pourrait ne pas attendre Spa. Selon Jean Parks, il pourrait déjà être hors de la voiture pour la Belgique. Les chiffres ne jouent pas en faveur d'Apinto. 0 point des erreurs en qualification. À Silverstone, il est même allé dans le mur en Q1. C'est une performance qui n'a jamais bouleversé le classement. En attendant, Valtteri Bottas est de plus en plus pressenti comme possible remplaçant. Et Toto Wolff a dit « Si Briatore veut Bottas, chez Alpine, je le laisse partir ». Pour l'instant, tous les points d'Alpine sont marqués par Gasly. Briatore, qui a déjà révolutionné la moitié de l'équipe, pourrait manquer de patience. Donnez votre avis en commentaire sur les sujets abordés dans la vidéo. Comme toujours, je vous rappelle de laisser un like, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucune actualité sur le thème de la Formule 1 et sur le thème de Ferrari. Ici Rastro Duto, à bientôt pour une nouvelle vidéo.